Le premier matin de la nouvelle année, une voiture de sport valant plusieurs millions est immobilisée sur le bord de l'autoroute de Lyon. Sa propriétaire, Camille Moreau, l'une des plus jeunes milliardaires de France, appelle les secours professionnels avec son téléphone, ignorant un homme ordinaire arrêté dans une vieille camionnette. Mais cet homme, Julien Dubois, n'est pas seulement un réparateur. Son expérience de père célibataire a fait de lui un expert en survie, et ses connaissances en mécanique font de lui la seule personne à avoir remarqué le risque d'incendie. Lorsque les préjugés de Camille et l'humble expertise de Julien se rencontrent, leurs vies vont changer à jamais. C'est l'histoire d'une collision entre l'argent et la sagesse, l'arrogance et l'humilité, les différences de classe et les vraies valeurs. Si vous êtes prêts pour cette histoire transformatrice, dites-nous où vous la regardez dans les commentaires. Le matin du Nouvel An, les rues lyonnaises baignaient dans une lumière pâle et pristine. Sur l'autoroute A6, une hypercar désactivée clignotait ses feux de détresse sur la voie d'urgence. Camille Moreau sortit de son véhicule, impeccable dans son tailleur designer. Son téléphone serré contre l'oreille, sa voix tranchante d'impatience. Son emploi du temps méticuleusement planifié, bourré d'appels internationaux à enjeux élevés, s'effondrait. Un vieux camion utilitaire cabossé s'arrêta derrière elle. Julien Dubois en sortit, vêtu d'une simple veste de travail usée, ses mains calleuses témoignant de 15 ans de mécanique automobile. Camille lui jeta un regard rapide et méprisant. « J'ai déjà appelé des professionnels », dit-elle sèchement. Julien hocha la tête, acceptant le rejet, et se tourna pour repartir. Mais le système de refroidissement de l'hypercar émit un sifflement aigu anormal. Julien se figea, écoutant le murmure agonisant du moteur. Une nouvelle année commençait par une panne routière qui redéfinirait la notion de compétence. Camille Moreau gérait sa vie avec le poing de fer d'un général. Chaque minute était comptabilisée, chaque décision quantifiée. Sa richesse colossale n'était que l'outil qu'elle déployait pour garantir un contrôle absolu. Son hypercar sur mesure, maintenant un magnifique monument multimillionnaire à l'échec, était censé la transporter vers un appel de conférence globale crucial, un appel qui définirait le ton de son année. La panne lui semblait une trahison personnelle de la technologie. Le dédain de Camille ne visait pas la voiture, mais le retard. Elle détestait l'inefficacité et tout ce qui sortait de son planning méticuleux. Pour une personne de son rang, l'inefficacité était une faute morale. En quelques secondes après la panne, elle avait exécuté son protocole. Assistant, assurance, récupération élite. Son équipe était payée pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent les siens, l'isolant de la réalité désordonnée des pannes mécaniques. Le problème, réalisa-t-elle avec une frustration croissante, c'était le temps. L'équipe de récupération élite était à 90 minutes, prise dans un embouteillage de vacances imprévues. Le temps, la seule ressource qu'elle ne pouvait racheter, lui échappait, et avec lui son contrôle parfait sur le début de son année d'affaires. Elle arpentait la voie d'urgence, ses chaussures en cuir haut de gamme immaculées contre l'asphalte froid, sentant le jugement silencieux de chaque véhicule qui passait. Elle était indéniablement vulnérable. Julien Dubois, père célibataire d'une fillette de 8 ans nommée Emma, vivait selon une précision différente. La discipline impitoyable requise pour équilibrer travail, trajet scolaire et budget serré. Son entreprise de mécanique indépendante ne dépendait que du bouche à oreille et de l'intégrité de son travail. Il ne gardait aucune enseigne, sa réputation était son plan d'affaires, basé sur la fiabilité et des prix honnêtes. Chaque matin, peu importe le jour, il vérifiait méticuleusement son propre camion. Pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il croyait en la maintenance préventive. Il traitait les machines avec respect, comprenant qu'elles n'étaient bonnes que selon les soins qu'elles recevaient. En voyant l'hypercar, il n'avait pas vu une femme riche en difficulté. Il avait vu un compagnon de voyage avec un problème mécanique complexe qui pouvait rapidement s'aggraver.
Son code moral était simple. S'il pouvait aider sans perturbation majeure de son propre emploi du temps serré, il le ferait. Il s'approcha de Camille, ses mouvements économiques, ses yeux scrutant la voiture, pour des signes évidents de dommages externes ou de fuite de fluide. Il vit l'exaspération gravée sur son visage élégant, le signe révélateur d'un cadre qui a perdu son levier. « Bonjour », offrit-il, sa voix calme projetant un sentiment d'utilité ancré. On dirait un problème électrique sérieux, peut-être une panne de capteur bloquant le moteur. Camille, déjà au téléphone avec son vice-président discutant du plan B, l'écarta d'un geste de poignet. Le geste était méprisant, presque déshumanisant, le traitant comme une distraction gênante. « Monsieur, je vous l'ai dit, j'ai appelé des professionnels », répéta-t-elle sèchement, son regard déjà de retour sur l'écran de son téléphone. Sa confiance était réservée aux solutions de marque, confondant souvent les étiquettes de prix avec une véritable expertise. Julien hocha simplement la tête, comprenant la hiérarchie imposée. Il connaissait ce regard, le jugement silencieux qu'il assimilait à tous les amateurs routiers peu fiables, essayant de gagner $1 gonflé sur la détresse. Alors qu'il retournait vers son camion, le moteur de l'hypercar fit ce petit bruit presque inaudible. Clic-sifflement-clic. Une irrégularité subtile dans la chaleur résiduelle du moteur en panne. C'était un bruit d'égalisation de pression qui avait mal tourné, un signe de stress thermique. Julien, avec son intuition de mécanicien aiguisé par des années d'écoute de machines en difficulté, se figea instantanément. Il n'était pas formé sur ce modèle spécifique de moteur V12 sur mesure, mais il comprenait le langage universel de l'accumulation de chaleur et de pression dans les systèmes confinés. Et ce son signalait une défaillance non pas du moteur principal, mais d'un système de gestion des fluides secondaire, une défaillance potentielle beaucoup plus rapide et plus catastrophique si le moteur était redémarré ou même laissé à cuire dans sa propre chaleur résiduelle. Il revint, ne défiant pas son autorité, mais offrant un avertissement factuel. « Madame, je ne connais pas les schémas de cette voiture, mais quelque chose dans votre conduite de fluide est sur le point d'exploser. Vous devez évacuer la pression, ou vous aurez un risque d'incendie avant que les secours n'arrivent. » Son ton manquait de jugement ou d'autopromotion. C'était un conseil technique pur, livré par nécessité immédiate. L'urgence était pour la survie de la machine, pas pour son propre gain. Camille baissa enfin son téléphone, regardant Julien avec une suspicion qui frisait le mépris. Elle était habituée aux gens qui essayaient de lui vendre quelque chose, pas à ceux qui l'avertissaient d'un danger imminent pour sa propriété. « Comment pourriez-vous possiblement savoir cela d'ici? Vous spéculez ?» demanda-t-elle, le doute tranchant et coupant. Julien pointa simplement vers un minuscule panache de vapeur presque invisible s'échappant d'une jointure près de l'arche de roue arrière. Un détail minuscule que son œil, formé aux marchés globaux et aux prévisions quinquennales, était complètement aveugle à voir. « Je n'ai pas besoin d'un ordinateur de diagnostic pour la thermodynamique, dit-il calmement. C'est ce que vous entendez, ce que vous sentez et ce que vous remarquez. Ce système évite des compromis. Et l'horloge tourne sur un incident thermique. » Il n'attendit pas la permission. Il avait offert l'information et respecté son choix de l'ignorer. Il lui jeta un dernier regard concentré, un regard qui communiquait « Faites confiance à vos yeux, pas à votre ego », et se retira finalement vers son propre véhicule. Il ouvrit sa portière, prêt à partir, mais resta garé, attendant. Camille fixa le filet de vapeur qui semblait maintenant porter l'odeur de quelque chose de métallique et de chaud. Elle réalisa que son problème multimillionnaire pourrait bientôt devenir un incendie multimillionnaire. Sa journée, définie par un contrôle absolu, était maintenant dangereusement proche du chaos. Et sa dépendance aux professionnels de marque venait d'échouer à son premier test de l'année. La réalité de la situation frappa Camille durement. Le service de récupération élite rapportait maintenant un retard supplémentaire d'1 heure dû à un incident de vacances majeur.
Ils étaient coincés à des kilomètres, entravés par le trafic même qu'ils contournaient habituellement. Sur le tableau de bord, la température résiduelle du moteur montait dans la zone rouge. La pointe était anormale et alarmante. Sa panique soigneusement gérée commença à faire surface, se manifestant par des appels téléphoniques frénétiques et infructueux. Elle était prise dans une cage dorée. Sa richesse lui garantissait l'accès au meilleur, mais l'abandonnait quand le système complexe échouait de manière imprévisible. Son appel de conférence vitale avec son équipe asiatique était maintenant dans 15 minutes. Une fenêtre non négociable pour une décision de fusion cruciale qui dépendait d'un timing précis et de son autorité directe. Son anxiété était visible, une énergie frénétique alors qu'elle arpentait, serrant son téléphone. Elle détestait le sentiment d'être impuissante, une sensation que sa richesse était supposée avoir éradiquée. Elle risquait de démarrer la voiture pour la déplacer vers un endroit plus sûr. Mais la pensée du petit panache de vapeur et l'avertissement concis de Julien la paralysaient. La peur d'un échec public spectaculaire l'emportait sur son besoin de vitesse. Julien, qui était resté calmement assis dans son camion en vérifiant l'agenda de devoirs de sa fille, sortit à nouveau. Il n'était pas parti, reconnaissant son danger immédiat. Il s'approcha d'elle, tenant un simple mais de haute qualité dispositif d'imagerie thermique de poche. Il était là pour résoudre le problème d'une machine, pas le problème social de Camille. Le risque est qu'elle bien croit. Et elle, déclara Julien, montrant le dispositif thermique. L'écran brillait rouge avec des points chauds localisés. C'est une valve spécifique qui surchauffe, un défaut commun quand le refroidissement primaire échoue. Votre équipe de récupération ne saura pas cela. Ce ne sont que des remorqueurs. La pression interne ne permettra pas un refroidissement normal. Il parlait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui traite des faits, pas de la persuasion. Il présentait des données qui contredisaient les diagnostics internes du véhicule lui-même. Camille fixa son apparence simple. Un homme dans une veste usée, ses mains calleuses, et son instinct corporatif se rebella contre les preuves visuelles. « Ce n'est pas une réparation routière, monsieur », demanda-t-elle, laissant le nom en blanc comme un dénigrement subtil, défiant ses références. Julien. Et je suis d'accord, ce n'est pas réparable ici. C'est un problème d'ingénierie, et cela nécessite une compréhension de pourquoi les ingénieurs ont négligé l'expansion thermique dans cet alliage spécifique. C'est un défaut de conception qui ne se révèle que sous un stress élevé, comme ce que votre système vient de subir. Il n'argumenta pas sur sa capacité. Il argumenta sur la nature du problème et sa perte imminente de contrôle. Son évaluation calme et axée sur les données, soutenue par la caméra thermique, était plus convaincante que les assurances frénétiques et distantes de son assistant. « Je n'ai pas besoin de la remorquer. J'ai besoin de 10 minutes pour stabiliser la conduite et évacuer la pression en sécurité. Je garantis aucun dommage supplémentaire. Si j'échoue, vous ne me devez rien. Si je réussis, vous pouvez faire votre appel à temps. » La mention du risque d'incendie et du temps rapidement décroissant pour son appel critique fut le levier final. Camille réalisa qu'elle échangeait son ego corporatif contre l'évitement d'un désastre immédiat et le salut de son horaire. Elle accepta à contre-cœur sa voix tendue de réticence. « 10 minutes. Ne touchez à rien que vous ne pouvez pas annuler. Si vous endommagez quoi que ce soit, mon équipe d'assurance sera en contact. » Elle tenta une dernière tentative pour réaffirmer le contrôle. Julien hocha simplement la tête, acceptant la menace comme une nécessité formelle. Compris. La gestion des risques fait partie du travail. Camille recula, l'observant, son scepticisme lourd. Son monologue intérieur rageait contre l'absurdité de confier son actif multimillionnaire à un étranger qu'elle avait rencontré sur le bord de la route, le jour du Nouvel An. Toute la situation était une violation de ses principes de contrôle et de délégation. Julien se déplaça avec une grâce pratique et fluide. Il n'était pas pressé, mais il n'était pas lent.
Il ouvrit le compartiment moteur, un paysage terrifiant de fibres de carbone et de métal poli. Il ignora entièrement le terminal informatique principal, se concentrant plutôt sur le réseau dense de tubes et de tuyaux. Il savait que le logiciel mentait. Il devait faire confiance au matériel. Il sortit un petit kit presque chirurgical de son camion, un kit qui semblait primitif comparé à l'équipement de diagnostic que Camille attendait. Il contenait des outils spécialisés conçus pour l'accès dans des espaces impossiblement étroits. Les spectateurs, conducteurs passant lentement, tendaient le cou pour voir le spectacle. L'épitome du luxe était travaillé par un homme dans un camion défoncé. L'atmosphère était épaisse, de scrutin et de commérage réprimé. Camille faisait les 100 pas à 5 pieds de distance, ses yeux alternant entre les mains de Julien et le compte à rebours sur son téléphone. Elle pariait sa réputation et sa journée sur un homme qu'elle avait rejeté quelques minutes plus tôt. La tension était presque insupportable. Il était maintenant profondément dans le compartiment moteur, son visage concentré, bloquant le bruit du trafic et la présence de Camille. Il écoutait intensément, touchant les conduites avec la révérence d'un docteur évaluant un pouls, cherchant la vibration révélatrice d'un composant luttant contre un blocage interne. Il localisa l'élément défaillant, un minuscule relais de capteur presque inaccessible qui s'était dilaté à cause de la pression de fluide surchauffé. Il n'était pas cassé, il était bloqué, verrouillé par l'expansion thermique dans un composant qui n'aurait pas dû être là. Le système de diagnostic ne pouvait pas le voir parce que l'ordinateur principal compensait pour la défaillance qu'il pouvait détecter. Il tendit la main vers un ruban adhésif spécialisé haute température non conducteur de son kit, une solution low-tech mais précise à un problème high-tech. Le matériau était conçu pour créer un joint flexible momentané. Il banda soigneusement le relais, appliquant une pression mesurée pour créer une cale temporaire permettant à la pression de s'évacuer correctement sans défaillance secondaire. C'était un ajustement crucial, nécessitant connaissance et dextérité. Il recula, essuyant ses mains sur un chiffon propre de sa poche. Il regarda Camille, dont le visage était un mélange d'impatience et d'angoisse profonde. Fini. Essayez l'allumage maintenant, mais brièvement seulement. La pression est sûre, mais le problème principal est toujours là. Vous pouvez démarrer le moteur pendant 1 minute ou 2 pour le déplacer en sécurité, puis l'éteindre. Camille hésita. C'était le moment de vérité, le test de son jugement. Elle prit une profonde respiration, l'odeur d'huile brûlée et de métal froid soudain accablante. Elle tint la clé, son pouce posé sur le bouton de démarrage. Les secondes s'étirèrent dans l'éternité que Camille inséra la clé, sa main ferme mais son cœur martelant contre ses côtes. Elle pressa l'allumage. L'hypercar rugit à la vie avec un son étouffé et instable. Elle l'éteignit immédiatement, mais dans cette fraction de seconde, la différence était claire. La lecture de pression violente et anormale sur le tableau de bord avait disparu. Le moteur était sous contrôle thermique, stabilisé par la réparation rapide de Julien. Julien ne célébra pas. Il ne sourit même pas. Voyez, la pression est évacuée, l'erreur est isolée maintenant. Vous pouvez déplacer la voiture 50 mètres sur l'accotement pour la sécurité, mais ne la conduisez pas. Il expliqua son processus, parlant en termes d'ingénierie simple et indéniable. L'ordinateur principal recevait de mauvaises données du capteur défaillant. Il compensait en surpressurisant la conduite secondaire. Je n'ai pas réparé le capteur. J'ai réparé l'environnement du capteur, forçant le chemin de fluide à s'ouvrir en sécurité. Il n'avait utilisé aucune technologie de pointe, pas d'ordinateur portable, pas de code, pas de port de diagnostic. Ses outils étaient ses yeux, ses oreilles et sa connaissance profonde de la physique fondamentale et de la science des matériaux. C'était une révélation pour Camille, qui était habituée à résoudre les problèmes en déployant le logiciel le plus cher dans la plus grande équipe.
Julien utilisait le bon sens silencieux et concentré, tirant parti d'un petit morceau de connaissances techniques que personne d'autre ne possédait. Camille était complètement réduite au silence. La complexité de la voiture était un mur conçu pour tenir les amateurs à l'écart. Julien avait vu le défaut fatal fait par l'homme dans la maçonnerie. Elle ressentit une vague profonde de respect et d'humiliation professionnelle la submerger. Elle était vaincue non pas par l'intelligence, mais par une concentration supérieure et une connaissance contextuelle. Elle avait payé des millions pour des gens qui pouvaient parler de gestion systémique des risques, mais voici un homme qui pouvait gérer la crise immédiate d'un actif multimillionnaire avec un morceau de ruban adhésif et 10 minutes de concentration absolue. Elle vit la différence entre la connaissance théorique et la confiance appliquée. Camille déplaça la voiture sur la partie la plus sûre de l'accotement, la gara et retourna vers Julien. Ses vêtements coûteux semblaient lourds et théâtraux comparés à sa simplicité pratique. Elle se sentait dépouillée de ses défenses habituelles. Elle s'assit sur le capot de son vieux camion, une image étrange de la richesse embrassant l'utilité. « Parlez-moi du défaut de conception », ordonna-t-elle, son ton maintenant celui d'un étudiant cherchant une connaissance authentique, non d'un patron exigeant un service. Julien s'agenouilla, pointant vers le numéro de série à peine visible sur la conduite sur laquelle il avait travaillé. C'est le numéro de série finissant en 7A. Ce lot d'alliage avait un problème connu de coefficient d'expansion thermique sous compression intense. C'est documenté dans les forums mécaniques de niche. Les ingénieurs l'ont corrigé dans le lot suivant, mais chaque 7A finira par échouer de la même façon. Il fit une pause, son regard rencontrant le sien, livrant l'insight final et écrasant. Le seul moyen de le repérer avant l'accident est d'écouter le son du système de refroidissement. La pression d'évacuation anormale, pas la lecture de données qui lie le symptôme, pas la cause. Il articula le concept d'asymétrie d'information dans la complexité. Plus vous ajoutez de couches de technologie et de luxe, plus vous vous éloignez de la vérité physique simple d'une défaillance. Votre argent vous a acheté la voiture, mademoiselle Moreau, mais il ne vous a pas acheté l'information requise pour la garder vivante. Il ne vous a acheté que le rapport que le système a échoué, qu'est-ce venu trop tard. Camille traita le commentaire. Il n'était pas destiné à blesser, mais à éduquer. Il avait identifié l'angle mort dans toute son opération. Compter sur des rapports et des proxys au lieu de données humaines, contextuelles, brutes. Elle passait sa vie à lire des graphiques de requêtes de marché, pas à écouter le son de l'entreprise. Elle réalisa que Julien n'était pas juste un mécanicien. Il était un expert en analyse d'exécution légale. Il comprenait l'échec au niveau moléculaire, pas seulement au niveau financier. La tension dans l'air était palpable, plus épaisse que le bruit du trafic. Les spectateurs, sentant l'ampleur de l'échange, avaient arrêté de passer rapidement. Ils étaient spectateurs d'un changement de pouvoir, une milliardaire ayant sa vision du monde entière corrigée par un homme qu'elle avait ignoré. La réalisation était profonde. Julien réussissait parce que la nécessité le forçait à traiter directement avec les causes racines, jamais les symptômes. Il ne pouvait pas se permettre un intermédiaire. Camille sortit son téléphone, prête à offrir une somme stupéfiante, mais Julien sourit simplement légèrement. « Je vous ai dit que je ne facture que pour les résultats. La pression est sûre maintenant. Préparons-vous pour votre appel. » Il retourna à sa portière ouverte, récupérant un petit amplificateur de signal alimenté par batterie. « Le signal ici est faible, mais cet amplificateur vous donnera une ligne claire pour votre appel. Je l'utilise pour le tutorat en ligne de ma fille. Vous avez 7 minutes jusqu'à votre réunion. » Il plaça l'amplificateur sur le toit de son hypercar, une juxtaposition finale absurde de richesse high-tech et de résolution de problèmes low-tech mais fiables. Julien ne demandait pas de paiement. Il fournissait un service intégré de vraies compétences mécaniques, logistiques et communicatives. Il résolvait son problème, pas seulement celui de la voiture. Camille, prenant finalement son siège dans la voiture, ressentit un changement profond,
et sans précédent dans sa posture. Elle était en retard, sa voiture était cassée, mais elle ne s'était jamais sentie plus alerte. Camille termina son appel de conférence. Une négociation cruciale et réussie rendue possible par le signal clair que Julien avait fourni. Le sentiment de victoire était tempéré par un sentiment accablant d'obligation et de réflexion profonde sur son préjugé antérieur. Elle prit 1 minute complète, permettant au silence de la voiture de l'envelopper avant d'ouvrir la portière. Elle sentit le frisson de l'air matinal, mais la clarté froide de la leçon était plus vive. Elle regarda Julien, qui rassemblait tranquillement ses outils, lui donnant l'espace dont elle avait besoin, complètement désintéressée par le résultat de son accord multimillionnaire. « Julien, dit-elle, sa voix complètement dépouillée de son tranchant corporatif. Je vous dois des excuses sincères. Je vous ai jugé basé sur une évaluation superficielle de ce à quoi la compétence devrait ressembler. La marque, le costume, le titre. J'avais complètement et profondément tort. » Cette excuse était douloureuse pour elle. Camille Moreau ne s'excusait jamais. Elle émettait des mandats. Julien accueillit ses excuses avec une grâce simple. « C'est le nouvel an, madame. Tout le monde a un nouveau départ, parfois par force. Je suis juste content que la voiture soit sûre. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Pourquoi m'avez-vous donné l'avertissement quand je vous avais déjà rejeté et que vous saviez que je ne vous paierais pas votre valeur? » Julien regarda l'autoroute propre et silencieuse. C'était la bonne chose à faire. C'est ce que j'enseigne à ma fille. On n'ignore pas un risque d'incendie, tout comme on n'ignore pas un problème qu'on peut résoudre, simple comme ça. La récompense est une conscience claire, ce qui est un paiement que je peux toujours me permettre. La méthode habituelle de Camille pour montrer sa gratitude était transactionnelle. Elle sortit son chéquier, prête à écrire une somme compensatoire stupéfiante, quelque chose qui résoudrait les pressions financières de Julien pendant 1 an. Julien plaça gentiment sa main sur le chéquier, l'arrêtant. Les frais sont de 150 € pour le diagnostic et la dépressurisation, plus 20 € pour le ruban adhésif. C'est le coût, pas plus. Mais vous avez sauvé mon appel, mon horaire, potentiellement ma voiture et ma réputation, insista Camille, essayant de forcer la transaction. Je vous facture pour le travail, pas pour la panique, mademoiselle Moreau, répondit Julien, sa dignité inattaquable. Si j'en prends plus, cela ne me rend pas différent des gens qui vous surfacturent pour faire moins. Je valorise mon intégrité plus que votre gratitude. Gardez votre argent et dépensez-le pour des gens qui peuvent vous apprendre comment éviter la prochaine panne. Camille, complètement non habituée à un tel refus d'argent facile, ressentit un changement profond. Son refus était plus puissant que toute acceptation. Il fixait, en effet, un prix sur sa moralité, et le prix était un refus de corruption. Elle lui paya le montant précis en espèces, le regardant compter les billets avec un respect soigneux, pas pour l'argent, mais pour l'intégrité de la transaction elle-même. Elle regarda son horaire restant. Elle avait 45 minutes de retard, mais elle ressentit un manque surprenant de colère. Le retard avait été un investissement dans l'autocorrection. Elle réalisa que sa dépendance à la vitesse l'avait aveuglée à l'exécution. Elle sortit son téléphone et annula sa prochaine réunion mineure mais stressante avec un cadre junior. Elle avait besoin de temps pour s'asseoir, respirer et penser genuinement à ce que Julien lui avait montré. Elle réalisa que le début de son année ne serait pas défini par la fusion qu'elle venait de conclure, mais par la leçon silencieuse qu'elle avait reçue sur le bord de la route. Une décision avait été prise. Elle devait en apprendre plus sur l'homme qui valorisait son temps et son intégrité, plus que son chéquier illimité. Et elle devait exposer son équipe à sa philosophie. Quelques semaines plus tard, l'hypercar de Camille était de retour dans son garage, la pièce 7A, spécifique remplacée par le spécialiste que Julien avait recommandé. Elle conduisait maintenant son SUV commun, dépouillé de son chauffeur, ayant appris la valeur de se fondre dans la masse. Elle était dans un parc industriel silencieux et non marqué, suivant les directions simples basées sur des textos que Julien utilisait pour ses appels de service.
Elle trouva un petit atelier extrêmement propre. Aucune enseigne. Juste un homme couvert de graisse travaillant patiemment sur un moteur de berline ancienne, utilisant ses mains et écoutant intensément. Elle entra, délibérément sans annonce et seule, portant une tenue business décontractée, une concession à l'environnement. Julien leva les yeux, enregistrant sa présence avec seulement un léger hochement de tête. « Mademoiselle Moreau, j'espère que la nouvelle pièce 7B tient parfaitement. Parfaitement. Mais les opérations de mon équipe ne tiennent pas, déclara-t-elle, son ton sérieux. Problème de compétence. » Elle proposa un nouveau type de partenariat. Pas un travail, mais un contrat unique de haut niveau. Pas pour réparer des voitures, mais pour s'intégrer dans son équipe exécutive pendant 6 mois pour leur enseigner sa méthodologie des angles morts opérationnels et de l'analyse d'exécution légale. Je veux que vous montriez à mes gens comment écouter le son du système de refroidissement, pas seulement les lectures de données. Je veux de l'exécution, pas de la présentation. Crucialement, elle insista sur le respect total pour son expertise, aucune microgestion. Votre horaire est vôtre. Vous ne rapportez qu'à moi sur les frictions que vous identifiez. Je vous donnerai l'autorité de couper les frictions que vous trouvez. C'était la concession ultime du pouvoir. Julien fit une pause, regardant ses mains, puis d'elle. Il reconnut la sincérité de l'offre et la volonté authentique de partager le contrôle. Ce n'était pas de la charité, c'était du respect authentique pour son expertise unique. J'accepte, mais avec des conditions non négociables. Mon travail de consultation doit prendre la priorité sur toutes les distractions corporatives. Pas de réunions inutiles, je fixerai mes propres heures et la seule chose qui supplante cela, c'est l'horaire de ma fille, école, représentation, rendez-vous, devoir. C'est non négociable. Camille offrit un sourire authentique rare. Marcher. Ce niveau de concentration est exactement ce pourquoi je paie. Et j'ai hâte de voir les factures pour les visites dentaires de votre fille. La vie de Julien gagna une nouvelle dimension stable, mais sa nature resta inchangée. Il conduisait toujours son camion défoncé, gardait toujours son petit garage pour les clients locaux qu'il aimait, et se concentrait toujours sur son métier et sa fille avant tout. Il était consultant pour une milliardaire, mais fondamentalement, il restait un père célibataire discipliné. 6 mois plus tard, les changements dans l'entreprise de Camille étaient remarquables. Julien avait identifié et éliminé 12 points de friction majeurs, des processus qui existaient uniquement pour justifier des positions, des réunions qui créaient des problèmes au lieu de les résoudre, des rapports qui masquaient la vérité au lieu de la révéler. Son approche était simple. Si vous ne pouvez pas l'expliquer à M en termes qu'elle comprend, vous ne le comprenez pas assez bien pour le faire. L'équipe cadre de Camille, initialement résistante à cet homme en veste de travail qui posait des questions inconfortables, avait appris à respecter sa capacité à identifier l'essence d'un problème en quelques minutes d'écoute attentive. « Il ne lit pas nos PowerPoints », se plaignait le directeur financier. « Il demande juste à voir les chiffres bruts et écoute comment nous en parlons. » Exactement le point, répondait Camille. Mais le changement le plus profond s'était produit en Camille elle-même. Elle avait commencé à conduire sa voiture régulière au travail, laissant l'hypercar pour les occasions spéciales. Elle préférait maintenant les réunions courtes et directes aux présentations élaborées. Elle avait même commencé à visiter ses usines et entrepôts, écoutant les bruits des machines, observant les processus de première main. « Vous savez, dit-elle à Julien un soir alors qu'ils étaient dans son bureau, Emma coloriant tranquillement à une table d'angle, « Avant notre rencontre, je mesurais le succès par la vitesse et l'échelle. Maintenant, je le mesure par la précision et la durabilité. » Julien leva les yeux de son rapport sur les améliorations de la chaîne d'approvisionnement. « Et comment ça se sent? »« Plus lent, » admit Camille, « mais plus solide. Comme si j'avais finalement appris à écouter le moteur au lieu de juste regarder les jauges. » Emma leva la tête de son dessin. « Papa dit que les meilleures machines sont celles qui font beaucoup de travail sans faire beaucoup de bruit. » Camille sourit. « Votre fille est une philosophe, Julien. »
Le contrat de 6 mois de Julien touchait à sa fin. Les résultats étaient indéniables. L'efficacité était en hausse de 23 %, la satisfaction des employés avait augmenté et, ironiquement, les profits avaient grimpé malgré, ou peut-être à cause d'eux, l'approche plus réfléchie. Alors, dit Camille lors de leur dernière réunion officielle, « Qu'est-ce que vous avez appris sur les grandes entreprises? » Julien réfléchit. Que les mêmes principes s'appliquent, peu importe la taille. Les systèmes complexes échouent de façon prévisible quand les gens arrêtent d'écouter les signaux d'alerte précoces. La différence, c'est juste l'échelle des conséquences. Et moi, qu'est-ce que j'ai appris? Camille regarda par sa fenêtre de bureau la ville en dessous. Que l'expertise authentique n'a pas de logo. Que l'intégrité ne peut pas être achetée, seulement reconnue. Et que parfois, la chose la plus précieuse qu'on puisse faire est de s'arrêter et écouter. Elle se tourna vers lui. « Je veux vous offrir un poste permanent, pas consultant, partenaire, directeur des opérations stratégiques, avec une participation aux bénéfices. » Julien secoua la tête avec un sourire. « Merci, mais non. J'ai mon garage, mes clients réguliers, et Emma a besoin de stabilité, pas de plus de changements. » « Mais nous pourrions faire tellement plus ensemble, » insista Camille. « Nous l'avons déjà fait, » répondit Julien. « Vous n'avez plus besoin de moi ici tous les jours. Vous avez appris à écouter. Votre équipe a appris à se poser les bonnes questions. Le système peut maintenant s'auto-corriger. » Il fit une pause. « Mais si vous avez un autre moteur 7A qui commence à siffler, vous savez où me trouver. » 3 ans plus tard, Camille était dans son bureau, lisant un rapport sur une nouvelle acquisition potentielle. Quelque chose dans les chiffres ne sonnait pas juste, pas dans les mathématiques, mais dans le rythme, le flux des données. Elle ferma l'ordinateur portable et descendit au niveau de l'usine. Elle marcha lentement à travers les opérations, s'arrêtant pour écouter les machines, observant les visages des travailleurs. Là, dans le coin le plus éloigné, elle entendit un petit bruit anormal dans la chaîne d'assemblage. Un sifflement presque imperceptible qui parlait de pression mal gérée. Elle sourit, sortit son téléphone et envoya un texto simple. « Moteur qui siffle. Votre expertise nécessaire. » La réponse arriva en quelques minutes. En route. Certaines leçons, réalisa Camille, valaient la peine d'être réapprises encore et encore. Le nouvel an suivant, Camille ne conduisait pas d'hypercar. Elle était dans son SUV pratique, s'arrêtant pour aider un conducteur bloqué sur l'autoroute. Elle avait appris à écouter le son de quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment riche. L'histoire de Camille et Julien nous rappelle que la vraie expertise ne porte pas toujours un costume coûteux, que l'intégrité vaut plus que l'opportunisme, et que parfois les leçons les plus précieuses viennent de ceux que nous jugeons trop rapidement. Cette rencontre sur l'autoroute nous enseigne que la richesse réelle se mesure non pas en euros, mais en sagesse, humilité et connexions humaines authentiques. Parfois, il faut une panne pour découvrir ce qui fonctionne vraiment dans la vie. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a touché et dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà été surpris par la sagesse de quelqu'un que vous aviez sous-estimé? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent la valeur de l'humilité et de l'authenticité.